Aujourd'hui, on va parler de la théorie du chapitre 3, le routage dynamique. Dans le chapitre 3, on va parler des protocoles de routage dynamique en général, comment on les classifie, c'est quoi les avantages, les inconvénients par rapport au routage statique. On va parler aussi du protocole de routage RIB-V2, qui est un protocole de routage très simple, qui va nous aider à comprendre les différentes commandes pour les protocoles de routage. Et on va terminer avec comment la table de routage est disposée quand on fait un choix route, c'est quoi les différentes entrées, les routes parents, les routes enfants, etc. On va débuter avec les protocoles de routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique sont utilisés dans les réseaux depuis la fin des années 80 et il y a des versions V6 bien entendu depuis les années 90. Classification, on peut commencer ici par deux grands groupes. Il y a les IGP, les Interior Gateway Protocol, et les protocoles EGP, qui est les extérieurs. En d'autres mots, ici, c'est pour les réseaux de petites et moyennes entreprises, tandis qu'ici, le protocole extérieur, qui est BGP ici entre autres, donc il y en a juste un, c'est pour plus le backbone, dans le fond, l'Internet entre les différents pays, etc. Ça prend du BGP. Ça prend un protocole de extérieur. La grosse distinction, c'est que dans un protocole intérieur, il y a souvent la notion de route par défaut, tandis que dans BGP, la route par défaut n'existe pas. Okay? Si je ne connais pas la route, je me débarrasse du paquet, je ne continue pas. C'est les deux grandes catégories. Ensuite, quand on parle des protocoles IGP, il y a ceux qui, leurs algorithme est basé sur une vecteur de distance, okay, comme RIB-V2, ou ceux qui sont basés sur l'état de lien, le link state. La différence entre les deux, c'est que vecteur de distance, c'est vraiment de combien de routeurs j'ai à parcourir pour me rendre du point A au point B. Okay, fait que c'est vraiment avec des hops, la métrique qui est utilisée. Tandis que link state, il faut que le lien soit hop et fonctionnel, et l'état de lien est important dans ça. Fait que c'est vraiment au niveau de l'algorithme, est-ce que je suis parti avec une notion de vecteur de distance ou en état de lien. C'est sûr que pour les métriques de EGP, on va tenir compte de plusieurs facteurs, même chose avec OSPF. Donc on va parler ici dans le chapitre 1 de RIB-V2 et dans des chapitres plus loin et dans d'autres cours, on va parler plus de ERGRP puis d'OSPF, qui sont des protocoles de routage qu'on voit souvent dans des petites et moyennes entreprises. Fait que dans le fond, les protocoles de routage, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font de l'échange d'informations de routage entre les routeurs. C'est ça le but principal, c'est de dire, OK, je connais telle route, toi, qu'est-ce que tu connais? Ils s'échangent cette information-là. Donc, il va y avoir de la découverte de réseaux distants. Fait que je vais recevoir des messages qui vont me dire c'est quoi les réseaux qui existent ailleurs. On va voir aussi des informations, on va actualiser les informations de routage. Quand un de nos ports va tomber down, on va envoyer l'information de changement. Qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va choisir aussi le meilleur chemin pour des réseaux qui sont loin. Si on reçoit l'information d'un réseau par plusieurs ports, on va dire, OK, c'est comment que je peux choisir le meilleur chemin pour me rendre jusque-là. Donc, quand on parle d'algorithme de protocole de routage dynamique, on parle souvent de comment que les structures de données sont faites, comment que le protocole de routage utilise les tables, il se fait des tables pour l'information, et tout ça se ramasse dans la mémoire vive. OK? Fait que comment j'accumule l'information et que je la sauvegarde de manière locale, on va pouvoir voir l'information des différents protocoles avec des shows, bien entendu. L'autre chose, c'est qu'est-ce qui se promène sur le réseau? Comment que mes messages sont transférés? Comment RIB-V2 donne son information, supposons, à l'autre routeur d'à côté? C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet-là? Et bien entendu, après, il va y avoir les algorithmes, bien entendu, avec l'information que j'ai reçue des autres routeurs, comment que je fais des calculs pour dire c'est quelle route va être meilleure qu'un autre. Fait que là, l'algorithme, c'est vraiment à l'intérieur comment que je traite l'information reçue par les messages.
Souvent, les réseaux vont combiner les routages statiques et dynamiques. Comme plus tard, quand on va faire le réseau de test, souvent on va voir qu'il va y avoir une route statique par défaut pour aller vers l'Internet, parce que dans le fond, on n'échange pas de protocolage de routage avec l'ISP. Souvent, on va juste dire, si c'est pas intérieur, ben, par défaut, va vers l'extérieur. Le routage statique est principalement, il facilite la maintenance des tables de routage dans les réseaux de petite taille. Ben ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sans utiliser de routage dynamique. Okay? Les réseaux d'extrémité, bien entendu. Okay? Des fois, c'est plus facile de dire, à partir d'un routeur qui est d'extrémité, dire, OK, ben, si je connais pas la route, ben, tout est par là. Puis comme on dit aussi, quand on veut avoir une sortie du réseau de PME, ben, on va y aller vers le ISP avec une route statique. Vous voyez ici que l'exemple, le routage statique qui est appliqué sur la figure ici, R1, okay, on peut y appliquer une seule et unique route statique par défaut qui dit si c'est pas un des trois réseaux que tu connais, donne-le à R2. Okay, fait que c'est la chose la plus simple pour R1. Il y a trois réseaux connectés et pour lui, c'est plus facile de tout donner à R2 parce que R2 va connaître les deux autres réseaux locaux ici, mais en plus, il va pouvoir être capable de forwarder, de transmettre vers l'Internet toutes les informations des autres réseaux. Tandis que R2 ici, ben lui, il connaît déjà la route par défaut vers l'Internet, il connaît ses deux réseaux locaux, il connaît celui-là, fait qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Puis la seule chose qu'on a besoin d'y rajouter, c'est deux routes statiques vers les deux sous-réseaux ici. Fait que ici, ce réseau-là, très simple, c'est facile de tout gérer avec des routes statiques. Fait que bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients du routage statique. Un des avantages, c'est facile à implémenter dans un petit réseau. Ce qu'on a vu ici, une route vers là, deux routes vers là, avec trois routes statiques, tout est fait. L'autre chose qu'on dit souvent aussi, c'est que c'est très sécurisé. Il n'y a pas de message envoyé d'un routeur à l'autre. Si on vient ici, R1, si on applique un routage dynamique, va envoyer par défaut des messages dans les trois directions pour dire je connais des sous-réseaux. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que PC1, si la configuration est faite très simple ici, PC1 pourrait recevoir des messages qui disent c'est quoi les routeurs, les informations connues par R1, puis il pourrait aussi recevoir, quand que R1 va avoir les informations de R2, il va aussi envoyer les informations reçues par R2. Fait que PC1 ici pourrait, si la configuration est bien, que je dis bien simple ici, ça veut dire qu'elle n'est pas sécurisée, PC1 pourrait être au courant de la topologie au complet du petit réseau ici. C'est pour ça souvent qu'on dit que c'est sécurisé, les routes statiques, parce qu'il n'y a pas de message que R1 va transmettre. L'autre chose ici, c'est la route menant à la destination est toujours. Donc, c'est prédictible qu'est-ce qui se passe. Okay? Étant donné que c'est nous autres qui dit le chemin, c'est toujours prédictible où le paquet va aller. Bien entendu, au niveau du CPU, il n'y a pas de RAM utilisé, il n'y a pas de cycle processeur qui vont être utilisés pour calculer les algorithmes. Tout ça, c'est les avantages. Bien entendu, il y a des inconvénients. Okay? L'inconvénient, ben, c'est si c'est simple, c'est bon. Mais si ça commence à être complexe, ça peut être dur à programmer. Okay? Au niveau de la complexité de la configuration, augmente au fur et à mesure que la croissance du réseau. Fait que c'est vraiment un inconvénient aussi. C'est que au début, c'était simple. Il y a un réseau qui se rajoute, il y a un réseau qui se rajoute, il y a un réseau qui se rajoute. Fait qu'on rajoute des règles, puis à un moment donné, on se mêle dans nos règles. Okay? Fait que chaque fois qu'on rajoute un sous-réseau, c'est-à-dire si ici je rajoute un autre réseau ou je rajoute un routeur ici avec d'autres sous-réseaux, ben, je me ramasse que à tous les fois, j'ai une intervention manuelle à faire. Donc, il faut que je reprogramme la plupart des routeurs dans mon sous-réseau. C'est un inconvénient, ça. À chaque fois que je rajoute,
j'étire mon réseau, que j'expande, c'est-à-dire un étage de plus, posons dans ma compagnie, avec d'autres routeurs, d'autres switches, ben, je suis tout le temps en train de faire des interventions manuelles, puis je pourrais me tromper. Puis à partir de là, ben, le réseau pourrait ne pas fonctionner. Au niveau des avantages, ben, comme on avait déjà dit, les avantages d'un sont les inconvénients de l'autre. OK? Un des avantages du routage dynamique, c'est que la plupart des topologies vont être supportées facilement. OK? C'est souvent indépendant de la taille du réseau. On programme un routeur, on rentre ses adresses de sous-réseau et c'est fini. Il se met à parler avec ses amis puis il apprend tout le réseau. OK? Fait qu'il s'adapte automatiquement à tous les changements de topologie. Les inconvénients, ben, ça peut paraître complexe comment on le met en œuvre. Fait que, dépendamment du protocole, il faut des fois penser à la hiérarchie. Comme au SPF, il y a une zone 0, ce qu'on appelle la zone backbone, avec des sous-zones. Fait que ça peut être complexe. C'est quand même différent un peu des routes statiques. Quand on dit moins sécurisé, ok, c'est vraiment la partie, c'est vraiment la partie où est-ce que il y a des paquets qui sortent du routeur qui va donner des indices sur la topologie. Mais on va voir plus tard, avec le temps, qu'il y a moyen de sécuriser ça. Okay? La route dépend de la topologie en cours, bien entendu, s'il y a une perte de signal sur une interface, il va y avoir un recalcul avec l'algorithme et les paquets vont aller se rediriger dans d'autres directions. Ça nécessite des capacités supplémentaires en matière de processeur de mémoire et de bande passante, bien entendu. À chaque fois que je calcule mon algorithme, le processeur travaille, et à chaque fois que je reçois de l'information nouvelle, ben, je gruge la mémoire vive à l'intérieur de mon système et ma mémoire diminue. Et bien entendu, comme j'envoie des messages, ben, il y a une partie de ma bande passante qui est occupée par ça. C'est sûr que sur un réseau avec toutes des interfaces gigabits, la bande passante, même si c'est quelques paquets par seconde, c'est pas effrayant. Mais si on recule dans le temps, où est-ce qu'on avait des ports série ici qui roulaient à 1.544 mégabits, ben, ça pouvait être une partie importante de la bande passante qui était utilisée. On va commencer à parler du protocole RIV V2. OK? Pour faire la configuration, il faut toujours commencer par programmer le routeur en question puis lui dire quoi faire avec les informations qu'il y a. Ici, je vais dire à R1 comment parler à R2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait le sous-réseau. J'ai fait le réseau par défaut qu'il y avait comme exemple. Je l'ai mis ici dans Packet Tracer. On peut agrandir un peu. Puis là, on va voir comment je peux faire les mêmes configurations. Comme ici, l'exemple, je vais dans R1. La première chose que je peux faire, c'est aller en mode CLI. En mode Enable, ensuite Conft, configure terminal. Si je fais routeur, qui est ma première commande qu'on apprend aujourd'hui, je fais point d'interrogation, on voit que le routeur ici, R1, supporte plusieurs protocoles. Il supporte bien entendu un protocole BGP, qui est un protocole externe. Il supporte aussi RIP, OSPF et RGIP. Donc, pour faire du RIP, il faut que j'y donne l'information routeur RIP. Fait que là, comme ça, je tombe en mode de configuration routeur, puis je vais là pouvoir programmer le protocole de routage RIP sur le routeur R1. Quand même assez simple pour programmer. Quand je veux programmer le routeur R1 pour faire du RIP, je peux lui dire plusieurs informations. Une des choses que faut que je lui dise, c'est fais le protocole de routage RIP pour les deux sous-réseaux que tu connais. Fait que lui, dans le fond, il va propager l'information du network 192.168.1.0 et 0.2.0. Il faut que je lui dise de faire ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la commande network 192.168.1.0
Et je vais faire la même affaire pour point 2. Et à partir de là, il va savoir qu'il faut qu'il fasse son travail pour des C2 sous-réseau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut vérifier la configuration. Quand on vérifie la configuration, ben, on peut facilement retourner en mode usager et faire show IP protocol. Si on fait show IP protocol, ben, on va voir l'information qu'on peut voir ici sur les paquets sont distribués sur les deux interfaces gigabit et serial. On envoie le protocole version 1 et on peut recevoir du 2 et du 1. Donc, présentement, on n'est pas en RIB V2, on est en RIB V1 et c'est ça qu'on envoie sur nos deux interfaces. Donc, sur les deux interfaces ici, il y a des paquets RIP. On pourrait aller le voir en simulation si on veut. Si j'arrive ici, j'ôte tout, je m'en vais ici, je fais RIP, bien entendu, donc je vais ramasser les paquets RIP. Bien entendu, je peux aller dans mes options pour ramasser juste les paquets RIP. OK, fait buffer, filter, event only. Et à partir de là, quand je démarre la simulation, on va pouvoir voir que les paquets RIP de R1 sont distribués vers la switch S1 et vers le routeur R2. Ici, on voit un petit X apparaître parce que R2 ne supporte pas présentement RIP V2. OK? Ben RIP. Donc, le paquet est rejeté. Si on tourne ici, donc mon show IP protocol va me permettre de voir mes informations qui sont configurées. On va pouvoir voir la distance administrative par défaut, les réseaux qui sont distribués, certains timers qui sont à l'intérieur de l'algorithme, RIP, etc., etc. L'autre chose qu'on peut voir aussi, okay, c'est avec un show IP route, on peut voir est-ce qu'il y a des routes échangées. Présentement, si je fais ça, on ne verra rien parce que présentement, R1 est seul à parler. Fait que si je fais show IP route, R1 est seul à parler RIP, donc il connaît ses réseaux connectés, mais il ne connaît rien d'autre. Okay? Fait qu'on ne voit pas comme ici des R apparaître pour des routes apprises via RIP. Donc, si je fais la même chose, je pourrais dire, OK, je vais aller sur R2. Je pourrais toujours arrêter la simulation pour l'instant. Je vais aller sur R2, puis je vais faire la même configuration que j'ai faite pour R1. Fait que je vais aller en conf terminal. OK, config terminal. Je vais faire routeur RIP. OK. Et ensuite, je vais programmer ici les networks. Fait que je vais faire network 192.168.2.0. Je vais faire la même chose pour point 3. Puis je vais faire la même chose pour point 5. Pour point 4 plutôt. Parce que ici j'ai point 2.0, point 3.0, point 4.0. Donc ici, à partir de là, routeur 2 va rentrer dans la danse et on va voir que ça va influencer justement les routes apprises par R1. Je fais un choix IP route ici, puis on voit qu'il y a des routes apprises, point 3 et point 4, qui n'étaient pas visibles par R1, étant donné qu'il était ici l'autre côté de R2 et ici. Donc, à partir de là, on voit que R1 a appris des routes de son ami. Cette information-là, on peut savoir qui a donné. Si on fait un show IP protocol, on voit qu'il y a une source d'information qui vient de son ami 192.168.2.2. Si on fait la même chose ici avec R3, on va le mettre à l'intérieur du groupe de routeurs qui parle RIP.
On fait configure terminal, routeur RIP, ok, puis on fait network 192.168.4.0 et .5.0. Ça, c'est les deux réseaux qui sont connus par R3. Sauvegarde de l'information. Est-ce que ça a eu un impact sur R1? On va faire un choix IP protocole. OK. Ou choix IP route. On voit ici que, il y a une troisième route qui est apparue. Ici, on voyait les informations qui avaient été apprises pour .3, puis .4, .0. Puis là, ici, on voit que .5 a apparu. Donc, son ami R2, puisque vous voyez ici que la source d'information, il y en a encore juste une, mais comme R2 a appris de R3, il a donné l'information à R1. L'autre chose qu'on peut voir aussi, dans Show IP Route, ok, c'est, vous voyez ici la métrique. On voit que ici, c'est 1. Ici, on voit que c'est 2. En d'autres mots, RIP, la métrique, c'est juste les hops. Donc, R1 a l'information qui lui dit que .3, .0 et .4.0 sont juste à un hop, donc c'est R2 qui a donné l'information. Et l'information .5, ça vient de 2 plus loin, donc 1, 2, ça vient de R3. Donc pour rejoindre le réseau ici, mais ça prend 2 hops. Ça, c'est comment qu'on est capable de faire parler les 3 routeurs ensemble. Bien entendu, on est encore en mode RIPv1. Donc la suite, ici, c'est justement pour voir comment je peux mettre les informations, comment je peux faire transformer le RIPv1 en RIPv2. Pourquoi je voudrais transformer en RIPv2? OK, la question est bonne. C'est qu'à l'intérieur des paquets, présentement, si je pars la simulation et je regarde à l'intérieur des paquets, l'information qui est là comprend les informations juste sur les masques, OK? Ben, juste sur les routes, les réseaux, et ne contient pas d'informations sur les masques. OK? Qu'est-ce qui est arrivé quand on a implémenté RIPv2? On a inclus à l'intérieur des messages la longueur des masques. À partir de là, on a un meilleur protocole. Le protocole est augmenté au niveau de sa fonctionnalité. Puis à partir de là, on va pouvoir le voir aussi dans Show IP Protocol, qu'on envoie du 2 et qu'on reçoit du 2. On va faire ça pour nos 3 routeurs. Fait que là, on retourne en routeur RIP. On fait conf-t, routeur RIP. Et on met la version 2. On fait ça pour nos 3 routeurs. Et à partir de là, ils vont s'échanger l'information. Ils vont s'échanger l'information de route, incluant la longueur des masques. Si on fait Show IP Protocol, on peut voir qu'ici, présentement, j'envoie du 2 et je veux recevoir du 2. Fait là, on a changé le protocole RIP, on l'a changé en version 2. En mode de simulation, si on regarde l'intérieur des paquets, qu'est-ce qu'on voit? On voit les informations. Tantôt, on avait juste des informations d'entrée de network. Maintenant, on a des informations de subnet. Ça, c'est comment passer en mode version 2.
L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on ne veut pas que le protocole RIP v2 fasse l'agrégation. En d'autres mots, j'ai des sous-réseaux autres que 192. Pour 10.10. Bon, j'ai du 10.10.10.1.0/24. Et à côté, j'ai la même chose, mais 1.11. On ne veut pas que le protocole RIP s'amuse à les coller ensemble parce qu'il se dit que, ah, ben, 10, c'est un /8, puis à partir de, oups, c'est un /8, puis à partir de là, il met ça ensemble. OK? Qui dit juste qu'il y a un protocole, mais plutôt un sous-réseau. Pour éviter ça, il y a une commande qui s'appelle NoAutoSummary. À partir de là, il ne va pas agréger les routes ensemble pour en envoyer juste une information. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Une des premières choses qu'on fait après avoir fait version 2, on fait routeur RIP, NoAutoSummary. À partir de là, il ne va pas agréger les routes ensemble. On peut faire ça sur tous nos routeurs, NoAutoSummary, NoAutoSummary. À partir de là, on n'a pas d'agrégation de route. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. À partir de là, bien entendu, on va le voir. Choix IP protocole. On va voir ici que la summarisation n'est pas en effet. En l'autre mot, on l'a ôté. Si on regarde tantôt, OK, on disait qu'il était effectif. Fait que si ici ça avait été des sous-réseaux pour 10 points quelque chose ou 172 points quelque chose, on aurait fait soit des /8 ou des /16. Ça n'aurait peut-être pas été une bonne idée. On veut être capable de donner l'information juste. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. L'autre chose qu'on fait souvent aussi, OK, on ne veut pas envoyer des messages vers S1 ou vers S2 ou vers S3 qui ne sont pas nécessaires. Fait que là, dans le fond, on va éviter justement le gaspillage de la bande passante puis les risques de sécurité. Fait que si on tourne ici, puis on regarde en simulation, on voit que les messages RIP-v2 s'en vont de R2 vers les autres routeurs, mais vous voyez ici, il a été vers S2, puis ici, il a été vers S1. On ne veut pas ces messages-là. Les messages qui se rendent jusqu'aux extrémités, on ne les veut pas. Fait que pour pallier à ça, on peut faire ce qu'on appelle la commande, vous voyez ici, la commande interface passive. Donc, les G0 de mes trois routeurs, je peux dire passive interface G0, 0, et à partir de là, quand je vais faire un show IP protocole, ils vont tomber dans les passive interface. L'interface est rendue ici, dans une sous-rubrique passive interface. Vous voyez ici que elle n'est plus ici. Tantôt, elle était ici, on envoyait des messages V2. Là, ici, on envoyait juste des messages sur serial. 0, 0, 0. Fait que si je fais la même affaire ici, passive interface G0/0, passive interface G0/0, je retourne en mode simulation. On va voir que les messages ne continueront plus vers les trois commutateurs. Vous voyez ici, on voit R1, R2, mais on ne voit plus de S. Okay? On ne voit plus que les messages sont propagés vers les extrémités. Fait que là, on vient de sécuriser. Notre protocole. Fait que quelqu'un qui est branché sur un des trois commutateurs ne verra pas des informations sur la topologie totale du réseau. Fait que ça termine les sections 3.1, 3.2 de notre du chapitre 3. Et à la prochaine vidéo, on va faire la section 3.3 qui est la table de routage. Merci beaucoup. Au revoir.